TFM. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce 47e épisode de la balado du Bulletin F1. Cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Hongrie, troisième épreuve de la saison 2020 de Formule 1, avec nos évaluations post-Grand Prix, Red Bull Racing, Lance Stroll, Haas et Valtteri Bottas. Avant d'introduire mes collaborateurs habituels, je vais faire un édito. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. Mais c'est très rare. Mais là, il faut que je parle de cela. Dimanche, avant le Grand Prix, avant le départ du Grand Prix, pendant que Max Verstappen a eu son accident, il y a eu tout un capharnaüm. Celui du Re-Race as One. Une initiative lancée bien avant le Grand Prix d'Autriche, la première course de la saison. Et mon Dieu, ce qu'on a vu en Hongrie, c'était un mess. Désolé de l'expression anglaise que j'utilise, mais c'était un maudit bordel, si je veux reprendre le titre de la chanson de Marie-Chantal Toupin. Lewis Hamilton, depuis les événements tragiques entourant les décès de George Floyd à Minneapolis et de Breonna Taylor aussi, ça a créé tout un choc dans le monde entier. Les gens sont allés protester, demandent plus de diversité, évidemment moins de brutalité policière et surtout moins de racisme. Et évidemment, Lewis Hamilton fait partie de ceux qui veulent mettre fin à tout cela. La Formule 1, en lançant Re-Race as One, voulait mettre en plan des changements pour combattre l'inégalité dans le monde, incluant toute cette guerre entourant non seulement le racisme, mais aussi tout ce qui est en lien avec la COVID-19. Ce qu'on a vu en Autriche, c'était bien organisé, même s'il y a des pilotes qui n'ont pas pris le genou. Mais ensuite, ça a été ce qu'on a vu en Hongrie, un bordel total. Les pilotes sont arrivés en retard. Les pilotes qui ne s'agenouillaient pas ont fait l'inverse. Ceux qui l'ont fait n'étaient pas au courant parce qu'on ne les a pas avisés. Bref, c'était tout un cirque. Et en plus de cela, il y avait des pilotes qui étaient arrivés en retard pour le début de l'hymne national qui n'avaient même pas leur chandail « End Racism ». Moi, le problème que j'ai avec la Formule 1, c'est pas l'intention, ce sont les actions. Quelles actions? Parce qu'il n'y en avait pas. Oui, on a vu en long et en large le hashtag #ReRaceAsOne, le mot « End Racism », partout sur le circuit, entre autres dans les 2 courses en Autriche et quelquefois en Hongrie. Mais quelles actions ont été prises pour le moment? Rien du tout. Si tu veux être complètement dans le sujet, dire que tu veux t'impliquer, parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Et je pense que c'est ce que la Formule 1 et je mets encore une fois la FIA dans le même panier. Et c'est ça qui me dérange. C'est parce que ce sport pense que en jouant à l'autruche, en disant « Ah, il n'y a pas de problème, ça va tout effacer. » Non. La Formule 1 actuellement, c'est le premier sport, le premier championnat international à avoir soit débuté ses activités ou repris les siennes après cette période d'arrêt en raison de la COVID-19. Tu profites d'une excellente tribune pour justement lancer un message, même si on sait que ça ne plaira pas à tout le monde. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent faire partie du changement, faites en sorte que il y a
il y a de l'action qui vient. C'est pas seulement des messages, on va mettre le hashtag un peu partout, on va mettre un bel arc-en-ciel, mais ensuite, juste laisser ça comme ça. Non, 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 non. Quand tu veux t'impliquer, tu continues. Tu continues, tu fais en sorte que le message passe avec des actions. Et c'est pas ce qu'on a vu dimanche. Ça a été un branle-bas de combat. Et je comprends Lewis Hamilton de dire que la Formule 1 et la FIA doivent faire mieux. Évidemment, en impliquant Romain Grosjean qui dit « Ah non, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. » Alors, moi, je suis triste. Je ne veux pas que ce message passe à l'oubli. Et moi, je veux tout simplement que la Formule 1 fasse beaucoup mieux pour les Grands Prix de Grande-Bretagne et pour les courses futures. Bref, ceci était mon éditorial et maintenant on va passer à ce premier... On va passer en fait au Grand Prix de Hongrie. Je ne reviendrai pas là-dessus, à moins qu'il y ait quelque chose de majeur. Là, je vais faire un autre éditorial. Alors, je vais accueillir de ce pas mes collaborateurs. Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Oh, moi je vais super bien. Je viens de voir... excuse-moi, je vais encore parler, mais je viens de voir mon équipe soulever un trophée que j'ai attendu depuis très longtemps. Ouais. Et oui. Oui, parce que cette fois-ci, c'est vrai, Liverpool a soulevé le trophée. Quelque chose que peut-être on verra un jour avec Ferrari, hein, s'ils se mettent... Tu penses? Ouais. Écoute, s'il y a eu une restructuration dans l'équipe technique mécanique de Ferrari, alors... C'est vrai. Une restructuration qui pourrait faire du bien. Ouais. On sait pas. On va voir. En tout cas. et celle qui doute, c'est Anna Maria Mercado Lopez. Salut Anna Maria. Hey. Salut, ça va? Oui, ça va très bien, toi. Oui, ça va. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Alors, cette semaine, c'était la troisième et dernière course de ce premier programme triple de la saison 2020 de Formule 1. C'était le Grand Prix de Hongrie, disputé au Hungaroring à Budapest. Et je pense qu'on sait tous qui a gagné. Et oui, encore une fois, c'est Lewis Hamilton qui l'emporte. Sa 8e victoire à Budapest, un record sur ce tracé. Et il est le premier pilote depuis Michael Schumacher à obtenir 8 victoires sur un même circuit. Schumi l'avait réalisé à 8 reprises sur le circuit de Magny-Cours. Max Verstappen a terminé deuxième malgré un départ ou un pré-départ mouvementé. Valtteri Bottas termine troisième sur sa Mercedes. Lance Stroll termine quatrième sur la Racing Point. Alex Albon termine cinquième sur l'autre Red Bull. Sébastien Vettel inscrit son meilleur résultat de la saison avec une 6e place. Sergio Perez sur l'autre Racing Point termine 7e. Daniel Ricciardo termine 8e sur la Renault. Carlos Sainz termine 9e. Et Kevin Magnussen marque le premier point de Haas cette saison avec une 10e place, mais qui aurait pu devenir une 9e n'eût été d'une pénalité de 10 secondes appliquée après la course. Et on vous expliquera pourquoi. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander, Anna Maria et Marc-André, vos évaluations post-Grand Prix. On va commencer avec Anna Maria, donc performance du jour, contre-performance et moment cocasse. On commence avec quoi? Non, pas le moment cocasse. Performance de jour, c'est... Hamilton, il n'y a pas de doute. On pourrait dire qu'on peut aussi ajuster un peu à Max Verstappen. Oh, je pense qu'on a un petit problème technique. Oui. Ouais. Oui, je pense que ça a été réglé. Oui, vas-y, Anna Maria.
Oui, je disais que la performance était à Hamilton il a bien fait ça, il a réussi presque à doubler tout le monde. même si la qualification il était sur l'eau, mais ça s'est bien passé et lui est revenu comme d'habitude. Oui, donc la mort des taxes et Lewis La Hamilton. première course, il était comme il laisse gagner son coéquipier, mais après, quand il reprend les blancs, la concentration, mais c'est difficile de gagner tout le temps. C'est Oh. contre-performance. Oh. Il y a quelqu'un. Oh, je pense qu'on a encore un problème technique. Donc, contre-performance, Anna Maria? Contre-performance de jeu, on pourrait dire c'est Ferrari, c'est l'équipe pour complet. Je ne sais pas quoi dire, mais même pas. Oui, l'auto n'est pas bien fait. Oui, il n'est pas rapide. Oui, ils ont des problèmes. Mais côté stratégie, ça ne va pas non plus. Ils ne sont même pas capables de faire quelque chose que soit bien fait. Parce que oui, c'est bien que l'auto ne va pas bien, ça ne marche pas, il n'est pas rapide, mais côté stratégique, ils se sont plantés. Oui. C'est juste Vettel qui a sauvé les muebles parce que lui, il a décidé son propre stratégie. Il n'a pas écouté qu'est-ce qu'ils l'ont demandé de faire. Il a demandé à la place de mettre les pneus soft et a mis les médiums et c'est ça. Mais de côté stratégique, Leclerc, c'était fini. La performance encore Ferrari. Et un moment cocasse. ouais, moment cocasse. C'est pas As. Non, cette fois-ci, c'est pas As. C'est pas As. C'est Max. Max, il a crashé l'auto. Dans les tours de formation, c'était quand même... C'est pas drôle, mais c'était drôle. C'était vraiment pas drôle. Non, pas drôle. Mais bon, c'était comme... Ok, on a vu déjà quelque chose comme ça, mais disons... Mon cœur s'est arrêté. Ce que vous entendez, c'est la voix d'un fan de Red Bull. Oui, c'était parce que je me rappelais de Takuma Sato, c'est les gens font des choses comme ça. Ouais, oui. Romain Grosjean aussi a déjà eu un accident avec sur le tour de préparation. Justement, j'en parlais avec quelqu'un sur Twitter. Il y a eu Luca Di Grassi il y a 10 ans au Grand Prix du Japon qui a eu un violent accident au 130R. Et heureusement, il s'en est sorti indemne, mais il n'a pas pu prendre le départ de la course. Donc, et ça, en plus de partir 7e, là, ça joue très, 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 très dur dans le mental de toute l'écurie et surtout de Max Verstappen. Oui, mais tu sais, c'est là on voit qu'on peut regarder une équipe qui est préparée, qui est concentrée, ils savent ce qu'ils font chaque personne et ils sont préparés pour faire ce qu'ils doivent faire, pour réagir très rapidement. Ils ont réussi, c'est là qu'on dit, mais c'est pas juste l'auto, les moteurs, c'est toute l'équipe, le travail ensemble qui fait que ça marche. Oui. Oui, et je suis bien d'accord. Justement, on va en reparler de Red Bull tout de suite après les évaluations. Marc-André, toi, ta performance, contre-performance et moment cocasse du jour de ce Grand Prix de Hongrie 2020. Ben écoute, sur le même sujet, pour moi, la performance du jour ne peut aller à personne d'autre que les mécaniciens de Max Verstappen. Pour être franc, je croyais vraiment que la course de Max, avant même qu'elle soit commencée, soit terminée, alors que les mécanos ont fait un travail absolument incroyable. Même il n'y a pas de mots pour avancer à quel point ils ont bien fait le travail dans une
un temps assez record, là, selon Christian Horner, c'était un travail qui devait prendre à peu près 1 heure et demie à faire et les mécaniciens de Max Verstappen ont réussi à le faire en 20 minutes et à 25 secondes d'obtenir une pénalité pour avoir pris trop de temps pour préparer la voiture. Alors, écoute, sans ce travail, on parle déjà plus aujourd'hui, je pense, d'une course pour le championnat, alors que Max avait déjà n'avait pas terminé une course en Autriche lors du premier Grand Prix, alors que Hamilton avait obtenu des points. Donc déjà là, ça aurait fait énormément mal au championnat du monde. Et alors oui, les mécanos de Max ont sauvé la course et même Max disait que c'était comme une victoire pour eux parce que en théorie, la voiture aurait même pas dû courir. Mais c'est aussi de sauver probablement la course au championnat, puis de donner espoir à Red Bull aussi de pouvoir réussir à rejoindre nécessairement Mercedes. On sait que la voiture est pas très stable. Il y a quelques problèmes avec la voiture, donc si tu enlèves un 20 points à Max qui aurait été important pour la course au titre, ça se peut que la motivation soit moins là. Et en fait, les mécaniciens ont terminé leur travail en faisant le meilleur arrêt au puits aussi. En plus, donc ça c'est... c'était 2,1 secondes, si je ne me trompe pas, pour ce Grand Prix. Ouais, donc, à peu près, ouais. Un peu moins rapide que d'habitude. Ils nous ont abouti à des 1,9 des fois. Ce qui est un record du monde en passant. Un travail absolument incroyable. Puis ma deuxième performance du jour, ça serait pas sur la piste, mais je vais continuer à élever quelqu'un qui a bien paru durant la fin de semaine, puis je vais nommer Lando Norris, qui, après le Grand Prix, a aidé ses mécaniciens à remballer toute sa voiture, alors que ça fait 3 semaines que les mécaniciens travaillent comme des fous pour que sa voiture soit bien en ordre, pour qu'il n'y ait pas de problème, que tout soit parfait quand il embarque, puis qu'il puisse juste se concentrer pour la course. Et lui, à la fin de ce Grand Prix, décide d'aider les mécaniciens. Je trouvais que c'était un beau geste parce que on parle jamais des mécanos, alors que c'est un rôle qui est tellement dans l'ombre et c'est un rôle qui devrait être mis beaucoup plus en valeur, selon moi. Tu sais, avant le Grand Prix de cette année, je connaissais un mécanicien, un nom de mécanicien, puis c'était le premier mécano de Max. C'est Lee Stevenson. Stevenson. Ouais, Lee Stevenson. Alors, je veux, pour moi-même, pour ma culture, je veux commencer à connaître un peu les mécanos, mais c'est difficile parce que j'ai cherché un peu, puis c'est pas toujours facile d'avoir leur nom alors que c'est des personnes qui sont tellement importantes dans une équipe. Je trouve ça un peu dommage qu'ils soient tous mis un peu à part. Donc, ça pourrait être un sujet prochainement, mais c'est ça. Ma performance du jour, c'est vraiment dédié aux mécanos pour ce Grand Prix. Oui. Contre-performance du jour? Je le donnerai encore au Ferrari, malheureusement, mais écoute, on dirait qu'on se répète, on disait à quel point que Hamilton gagnait toutes les courses puis que ça changeait jamais. Ben, j'ai l'impression que cette année, Ferrari, ça changera jamais. Ça va être des déceptions par-dessus déceptions, malheureusement. Écoute, je pense que on n'a plus beaucoup de choses à dire tant que ça, à part que c'est extrêmement difficile, que on comprend. Je pense que Ferrari a beaucoup de difficultés. On comprend pourquoi, mais en même temps, je pense que l'équipe aussi doit se retrouver. Puis là, est-ce qu'avec les changements qui ont fait la restructuration d'aujourd'hui, est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Peut-être motiver plus l'équipe. Mais écoute, ça va être... je pense que ça va être compliqué pendant toute la saison. On a vu à quel point c'était pas simple en Hongrie. Puis on connaît à quel point Ferrari ne performe pas toujours bien à Silverstone, donc ça pourrait potentiellement être 2 prochains Grands Prix assez difficiles. Donc j'ai de la difficulté à les voir bien performer lors du prochain Grand Prix. Pourtant, les qualifications en Hongrie, c'était quand même bien passé.
Donc, mais le résultat final est assez décevant, disons. Et juste pour compléter ce que tu disais, en fait, donc justement la restructuration, donc ça a été annoncé aujourd'hui même, au moment où on enregistre cet épisode, donc mercredi. Donc il y a eu un nouveau département, c'est le département du développement de la performance, qui est dirigé par Enrico Cardile. Les domaines vont rester inchangés du genre Enrico Gualtieri va s'occuper du moteur. Le Français Laurent Melchies va rester directeur sportif et tout ce qui est en lien aux activités de la piste. Et Simone Resta va continuer à diriger le développement, le département châssis. Mais comme Mattia Binotto l'a dit en début de semaine, congédier du monde ne rendra pas Ferrari plus rapide. Et ton moment cocasse? Ben moi ce sera pas Max parce que j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai plus été inquiet. Mais au contraire, moi ça va être Az qui ont pas respecté une règle qui depuis 3 ans est assez claire. Donc aucune communication entre la mise en formation des voitures et finalement le départ. Et eux ont décidé de contacter leur pilote pour qu'il rentre au puits afin de changer de pneus. Alors, c'est comme un règlement que toutes les équipes connaissent, que en théorie, tu ne devrais pas faire, et eux l'ont fait. Ça leur a coûté 1 point quand même à Az. Alors, c'est mon moment cocasse, là, vu que c'est un règlement qui est tellement basique, qui est en théorie tellement simple à comprendre et à ne pas faire que ça devient un peu drôle. Ouais, et juste for the record, bon, j'ai été dérangé par les pompiers. Voyons. Oui, c'est ça. Et il y a 13 ans de cela, il y avait Marcus Winkelhock. D'ailleurs, j'ai fait une petite mention dans le bulletin de notes du Grand Prix de Hongrie que vous pouvez regarder sur Bulletin F1. Marcus Winkelhock, qui en était à sa première et son seul Grand Prix, en fait, qui lui aussi a dû changer de pneus. C'est une décision de dernière minute. Heureusement, lui n'a pas été pénalisé, mais ça lui a permis de mener le Grand Prix. Lorsqu'il y a eu un drapeau rouge. Donc, il a débuté dernier, il a redémarré en premier, mais malheureusement, il y a eu un abandon. Donc, c'était un scénario du genre pour Haas avec Magnussen et Grosjean. On va aller sur Twitter, évidemment. Comme d'habitude, Francis Paquette nous a donné ses performances, ses évaluations. Performance du jour à Stroll et à Magnussen. De toute façon, on va parler de Lance Stroll. La contre-performance du jour va à Charles Leclerc. Hashtag for Ferrari's sake. Et le moment cocasse va aux équipes qui ont annoncé de la pluie, mais rien à part quelques petites gouttelettes, parce que on annonçait de la pluie pendant le Grand Prix, il y en a eu avant, ce qui explique pourquoi Max Verstappen a eu des ennuis. Et excuse-moi Marc-André. Et puis pas de problème. Et puis finalement la pluie est tombée, je pense, à côté du circuit. Donc tout le monde a été épargné. Donc voilà, c'était les performances, contre-performances et moments cocasses de Francis Paquette. Si jamais vous voulez contribuer aussi sur nos réseaux sociaux, sur bulletinf1.com, bulletinf1.com, oui, mais aussi sur Facebook @bulletinf1 et Twitter @lebulletinf1. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. On parlait un peu de Red Bull Racing et des mécanos, mais là, moi, je veux parler un peu plus généralement, parce que là, on vient de terminer le premier programme triple. Il y en aura un deuxième avec les 2 courses en Grande-Bretagne puis celui d'Espagne. Mais en ce moment, Red Bull n'est pas l'écurie qui va vraiment challenger Mercedes, parce qu'on s'entend, la Mercedes est une bête assez bien huilée, mais Red Bull n'offre pas de compétition apparente pour le moment. Donc, avec 7 courses à faire
voire même, même un peu plus, parce qu'on attend encore des confirmations d'autres Grands Prix. Est-ce que vous pensez que Red Bull va pouvoir se ressaisir dès le Grand Prix dans le Grand Prix de Grande-Bretagne, Anna Maria? C'est c'est un peu compliqué parce que, comme tu l'as dit, les équipes inside allaient mieux y allaient à l'avance, mais Mercedes aussi. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Que quand les autres ils donnent un petit pas à l'avance, Mercedes aussi a donné son pas à l'avance. Je ne sais pas c'est qu'en rapport à quoi, mais Hongrie se supposait être un circuit Red Bull où il montrait sa performance avec son châssis parce que même c'est un circuit que d'habitude il ne demande pas trop de vitesse, le moteur n'est pas assez sollicité, c'est plutôt l'aéro et les talents des pilotes. Et il a Mercedes aussi, il a performé très bien, je dirais beaucoup parce que les Ferrari de Vettel y étaient doublés aussi. C'est scandaleux, mais C'est ça. absolument incroyable. Mais oui, c'est incroyable. Et je ne sais pas, on dit que les DAS, les DAS, y apportent rien, mais ça doit servir à quelque chose parce que sinon, comment est-ce qu'ils font pour performer de cette façon? Si c'est un circuit de vitesse, je dirais, oui, c'est vrai, c'est Mercedes, il y a l'auto, il y a les pilotes, il y a les motos, il y a tout. Mais Hongrie, il m'a laissé un peu, je dirais, comment est? Un petit goût, un petit arrière-goût que j'ai pas trop aimé parce que je dis, les Red Bull n'étaient pas là, Ferrari n'était pas là, il était tellement largué Hamilton à tout le monde que Bottas, Stroll y ont eu le droit de faire un arrêt gratuit. Même à la fin, Verstappen aussi, il a fait un arrêt gratuit. Je dis, ouais, mais je ne vois pas comment la performance il reviendrait mieux à Silverstone parce que qu'est-ce qu'on dit tout le temps, les centièmes, les décimes, les vitesses, ils ne se gagnent pas d'une course à l'autre. Et c'est ça. S'il n'y a pas de problème, si tout va bien, j'espère qu'on va voir les deux Mercedes en avance, c'est sûr. Oui. Et Red Bull est là à se battre avec qui? Avec Racing Point, parce que Ferrari n'est même pas là. Ouais, Ferrari, on peut déjà les oublier. C'est ça ce qui se passe maintenant. Avant, on était surpris parce que Racing Point, on dit on va se battre avec les Ferrari, mais non, mais ils se retrouvent à se battre avec Red Bull parce qu'ils ne sont même pas là. Oui, et si je peux me permettre aussi, Max Verstappen est en train de carrément, et c'est pas pour dire que Alex Albon ne fait pas le travail, au contraire, mais c'est juste que Max Verstappen est en train de transporter cette équipe à bout de bras. Et Albon essaie de faire de même, mais il n'est pas au même niveau que Verstappen, au contraire. Avec raison. Non, c'est ça. Albon, il donne la performance qu'on attend de la voiture. Et Verstappen, il met un plus parce que lui, il demande beaucoup et il fait tout ce qu'il peut pour aller plus loin. Ouais, et c'est ça le problème que j'ai. C'est sûr que, bon, il y en a qui vont dire, Albon, c'est juste là, il est juste pour la profiter, mais il essaye aussi. On l'a vu, c'est un bon pilote. Ce qui s'est passé lors des qualifications, c'était juste une erreur de l'équipe de l'avoir fait sortir en plein trafic. Et props à George Russell de l'avoir défendu aussi. Ouais. D'ailleurs, Marc-André, toi, est-ce que tu veux ajouter un point à ce qu'Anna Maria a dit? Parce que moi, je pense que Red Bull, dans le pire des cas,
c'est sûr, c'est de facto la deuxième meilleure équipe du plateau, et pas Racing Point. Donc, non, c'est ça, ouais, exact. Mais on peut pas nier l'existence du problème fondamental de la RB16, ça, c'est sûr. Il y a quelque chose dans l'aérodynamique qui ne fonctionne pas au niveau sur le plan aérodynamique jusqu'au point que Andrea Newey voudrait. Alors, maintenant, j'ai aimé ce que Ross Brown a amené comme idée. Il a parlé avec, je pense que c'est Sky Sports durant la fin de semaine et il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a apporté ce point. Quand on court, on trébuche. Alors, quand on marche, on a moins de chances de trébucher, bien sûr. Et c'est un peu comme ça qu'il voyait comment Red Bull va tenter d'aller chercher le retard qu'il a sur Mercedes. Et je pense que s'il y a une équipe, présentement, je pense qu'on l'a vu avec les mécaniciens à quel point ils faisaient un travail absolument incroyable. C'est une équipe qui est expérimentée, c'est une équipe qui a des bonnes personnes avec des bonnes têtes. Donc, s'il y a une équipe qui pourrait réussir à réavancer puis à réussir à aller chercher les secondes qui manquent, je pense que c'est Red Bull. Vont-ils réussir? J'ai un doute parce que on voit à quel point la voiture est pas stable. Verstappen réussit à la contrôler, mais pas toujours non plus. Alors, imaginez à quel point Albon a de la difficulté. Ce n'est pas aujourd'hui, et Russell l'a très bien défendu, comme tu l'as dit, c'est pas Albon le problème, c'est la voiture qui a un problème fondamental qui rend la conduite exécrable même. Je pense que c'est les mots qu'on pourrait utiliser. Puis ça permet peut-être pas à l'équipe d'aller chercher tout le potentiel qu'elle voudrait avec un moteur Honda qui, bon, malgré la petite frayeur qui a fait durant la première course, qui semble quand même bien tenir et qui semble donner des performances légèrement intéressantes, mais je pense que ça va en prendre plus du côté de l'aérodynamisme. Et ça, j'ai comme un doute qu'ils vont réussir. Mais encore là, je pense que s'il y a une équipe qui peut réussir, c'est bien Red Bull. Ouais. Et s'il y a une autre équipe qui pourrait causer des surprises en cas de trébuchement de Mercedes et de Red Bull, ce serait Racing Point. Racing Point qui, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de cette écurie à cause de leur performance, mais surtout à cause de la voiture et aussi du fait que Renault va porter plainte jusqu'à ce qu'il y ait des clarifications. La course aux sorcières. Ah oui, ouais, et justement, c'est la chasse aux sorcières, effectivement. Mais celui dont on ne fera pas la chasse aux sorcières, parce que de toute façon, nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, c'est pas ce qu'on fait. On va pas dire qu'il est mauvais ou pas, là, comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On va parler de Lance Stroll, parce qu'il a été une des grosses vedettes de ce Grand Prix de Hongrie, et je dirais même une des rares, parce que le Hungaroring n'est pas son circuit de prédilection, et là arrive avec la RP20 dans le top 5, pas mal partout, et arrive en qualification, se qualifie 3e. Sa meilleure qualification à vie, parce que il est parti sur la grille sur la première ligne en Monza 2017, mais il s'était qualifié à la base 4e sous la pluie. Alors, et en plus il finit 4e sans nécessairement être dérangé. Oui, il a réussi 2 beaux dépassements sur les Haas, mais en plus de ça, il a retenu Valtteri Bottas. Mais force est d'admettre que c'est un Stroll complètement évolué. Alors, complètement. Est-ce que vous pensez que si on enlève, parce qu'on sait que Stroll va rester pour 2021, mais excluant le fait que ce soit son père qui dirige l'écurie, est-ce que Stroll donne des arguments pour qu'il soit le futur coéquipier de Sébastien Vettel si jamais ce dernier devait signer pour Racing Point / Aston Martin? C'est sûr.
pour moi, c'est même que son père soit là ou pas, que son père ait de l'argent ou pas, présentement, Lance Stroll la- est à l'endroit où il aurait dû être, même sans son père. Pour moi, Lance Stroll, il a du talent. Et on le voit encore. En début d'année, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il va être capable de chasser son plus gros problème, qui est de faire un bon temps sur un seul tour en qualification? Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a montré à quel point, honnêtement, il a fait un tour pratiquement parfait, là. On a fait comparer son tour avec celui d'Hamilton et il n'y a pas beaucoup de fautes que Lance a faites, à part que la voiture est un peu moins performante et que donc vraiment, je pense qu'il donne des arguments, oui, à ses détracteurs d'arrêter de le mettre sur le bûcher et de dire à quel point c'est un mauvais pilote. Je pense que je peux pas dire. Bon, je pense que ce serait trop de lancer que Lance Stroll va un jour devenir champion du monde, mais j'ai l'impression que ce serait le type de pilote à être toujours proche d'y parvenir. Donc, d'un troisième meilleur pilote durant une saison, d'un quatrième, quelque chose comme ça. Mais écoute, pour moi, présentement, il offre des performances de grande qualité et je pense que ça va se poursuivre. Maintenant, il a l'air plus heureux aussi, là. Il a l'air d'un pilote qui a plus la tête à la course, parce que c'était peut-être un des problèmes que plusieurs lui remettaient dans la face, c'est que il avait pas toujours une attitude très, comment qu'on pourrait dire ça, Plus enclin à apprécier la course automobile. Ouais, plus enclin, exactement. Exact. Donc, il se questionnait un peu si c'était fils à papa, si c'était un vrai pilote ou il était juste là parce que son père voulait faire quelque chose que lui n'avait jamais réussi à faire. Et cette année, il a l'air heureux de conduire, il a une belle voiture, il est plus souriant, il est toujours là pour répondre aux questions et de bonne façon. Alors pour moi, Lance, puis il est jeune. Comment tu veux te débarrasser d'un jeune qui est en pleine progression, qui a un bon potentiel aussi, qu'on le veuille ou non? Lance Stroll a un bon potentiel et il nous le montre présentement. Donc, que ce soit l'écureur, son père ou non, pour moi, c'était une évidence que Lance doit rester chez Racing Point. Et oui, et je suis totalement d'accord aussi. Le seul petit truc que je vois que Stroll devrait améliorer, c'est sa gestion des pneus. Parce qu'à un moment donné, il était en train de faire surchauffer ses pneus médiums. Et ça, c'est quelque chose qui peut ruiner un Grand Prix. Bon, la stratégie de le faire rester en attendant la pluie, c'était pas la meilleure non plus parce que il s'est fait undercut par Valtteri Bottas. Mais en général, son rythme en course, il est très très bon. Il apprend. Puis à sa défense, ça s'apprend. C'est ça. Oui, ça il apprend parce que aussi il était toujours en mode défensif avant parce qu'il y avait toujours une voiture qui ne donnait pas tout ce que lui était capable de donner comme pilote, mais maintenant il se retrouve avec une voiture à l'avant, mais maintenant il ne faut pas se défendre, il restait, maintenant il faut attaquer. Et c'est là que le pilote il doit évaluer aussi, il doit apprendre aussi. Oui, et je suis totalement d'accord. Oui, vas-y, Abdou. Et je suis totalement d'accord parce que là, on s'entend, la Racing Point est legit la troisième meilleure voiture du plateau. Maintenant qu'il a une voiture qui lui permet justement de pouvoir faire ça, il doit prouver qu'il est capable d'attaquer. Et on l'a vu aussi à Budapest, à un moment donné, quand Bottas s'est rapproché, je pense qu'il était Bottas avait quelques tours pour essayer de le dépasser. Il n'a pas réussi. Et justement, je parle de Bottas. Souvenez-vous l'année dernière, lors du Grand Prix d'Allemagne 2019, où Stroll justement avait fini 4e. À un moment donné, avant que Bottas ne tape le mur, ces deux-là s'affrontaient. Stroll était devant Bottas, puis il se défendait super bien. Et on s'entend que c'est sur une piste qui s'asséchait. La Mercedes battait à plate couture la Racing Point.
Mais Stroll a réussi à tenir le coup. Là, on le voit cette année avec une voiture de haut plateau, de au top. Et là, il nous sert de bons dépassements. Bon, d'accord, j'avoue que celui de, de Ricardo, c'était pas le meilleur. Mais au moins, il s'essaye. Puis c'est ça qu'on voit, ces dépassements. 98% du temps. C'est très, très bon. Oui. Et tantôt, j'apportais le point que ça s'apprenait. Je vais faire peut-être une comparaison boiteuse avec le hockey. Oui. Ben, écoute, j'ai parlé de Liverpool. On peut parler de la LNH. Exact. Alors, quand on analyse, par exemple, un jeune espoir qui tente de progresser vers la Ligue nationale, on dit souvent que le plus beau défaut d'un jeune joueur, c'est son coup de patin. Un coup de patin, ça prend quand même bien. Il peut devenir plus fluide, il peut devenir meilleur, et c'est quelque chose qui c'est pas inné comme par exemple un joueur qui est pas capable de jouer en défensive ou qui a de la misère à être offensif. Et c'est la même chose pour la gestion des pneus. Je pense que c'est une aptitude qui s'apprend bien et qui se travaille par expérience, par circonstance aussi. Alors, c'était un peu un Grand Prix qui était difficile à saisir au niveau de la météo à la base. Donc, c'est certain que ça complique la façon dont tu gères tes pneus parce que tu penses peut-être rentrer ou puis en raison de la pluie, finalement, tu ne rentres plus. Alors, tout ça rentre en compte. Et alors non, je pense que si c'est le seul défaut qu'on peut lui remettre à la face présentement, je pense que c'est assez positif. Et toi, Anna Maria? Oui, vas-y. Et en plus, l'année passée, si vous vous rappelez, lui, il faisait très bien. Il faisait très bien dans la gestion des pneus. Même que Pérez, il disait que dans la course, il était mieux. Le seul problème, c'est que Stroll, sin qualification, il ne réussit pas à faire une bonne qualification. Parce qu'il passait son temps à dépasser, à se battre. Mais des fois, il restait longtemps en piste. Même, il sautait de ces stocks qui les bénéficiaient. Mais cette année, ils ont dit à Racing Point, on ne sait pas, parce que c'est tout nouveau l'auto, mais quand ils demandaient de la gestion des pneus, c'est quoi qui va se passer quand la piste est humide et tout ça, ils disaient qu'on expérimente dans l'équipe parce que on connaissait pas très bien la voiture encore y on fait les tests en Barcelone, mais il disait on va voir qu'est-ce que ça va donner et ça aussi c'est une nouvelle chose à prendre, c'est une nouvelle voiture, c'est la troisième course aussi, et que il y a beaucoup à faire. Au moins il y a une chose que c'est sûr, j'ai jamais douté il serait là. Y a réussi, comme dit Marc-André, à battre son plus gros problème que c'était la qualif. Cette année, ça va très bien, même que c'était difficile. Dans la 12e course, il est resté dans Q2, mais il n'a pas resté comme l'année passée. Au moins, et en plus, les fins de semaine passée, il a réussi à faire 3e. Ça, c'était une façon de dire, regarde, je suis capable. Mais on dit des fois, les pilotes comme Latifi, on dit maintenant, Latifi ça va pas très bien, mais oui, mais il y a un Williams, mais Stroll, il n'y a pas eu le droit à ça. C'est vrai. Puis, il n'y a pas eu le droit à ça. Maintenant, on dit, Russell, il est très bon, mais regarde la voiture. Oui, je dis tout le temps, Stroll, il n'y a pas eu le droit à ça. Il se fait blâmer quand même. Et la situation de Latifi ressemble énormément à celle de Stroll, alors que le père de Latifi est un multimilliardaire qui utilise aussi son argent pour que son fils soit en Formule 1, parce que c'est normal. Ça fait partie du sport. Ça coûte cher. Alors, moi, je suis tanné de ce débat où ça se peut qu'il y ait un pilote ou un jeune pilote qui soit pas fortuné puis qui soit plein de talent puis qui soit pas vu par une écurie. Mais
ils ne sont pas là pour rien non plus. Ils ont le talent pour y être. Et Latifi, on va lui laisser le temps d'apprendre et de se familiariser avec cette voiture. On appellerait ça une voiture. C'est presque un vélo. Là. Wow. Alors, je pense qu'on doit lui laisser le temps d'apprendre. C'est nouveau pour lui d'analyser sa performance, de se remettre en question, alors qu'en F2, en F3, les pilotes font moins ça. Alors déjà là, c'est plus difficile. Alors, je pense que la patience, c'est tellement important. Oui, ça fait 4 ans que Stroll est en Formule 1, mais 4 ans dans une vie, c'est rien. Là. Honnêtement, dans une carrière non plus. Si sa carrière dure 20 ans, ça va avoir seulement été même pas je suis pas bon en fraction, là, ça va même pas avoir été le 1/4 de sa carrière, donc c'est pas énorme, disons. Oui. Donc, je pense, moi, juste pour conclure, je pense que de ce qu'on voit, je pense que c'est un Stroll qui est plus mature, qui est plus... qui est prêt. Et en plus... il est plus calme, Oui. parce que lui, il disait qu'il se soucie pas de tout ce que le monde parle, mais je pense que c'est pas vrai, parce que je pense que ça le dérangeait toujours. Il pensait que s'il fait mal, tout le monde va parler de lui, mais il a peur de faire mal, c'est ça qui restait en la qualif tout le temps. Il avait pas la tête à faire un bon qualif. Cette année, ça l'a qu'il est bien concentré. Y regarde pas dehors parce que je pense qu'il a arrêté de lire tout ce que tout le monde dit. Oui. Puis juste une petite dernière chose. Je sais qu'au dernier podcast, on parlait de la pression que Ferrari pouvait amener sur un pilote. J'ai l'impression que la pression d'avoir son père qui est toujours présent, puis que c'est une pression qui est aussi grande que ce que Ferrari apporte, alors que les gens ont toujours cette façon de dire que Lance est en Formule 1 à cause de son père. J'ai l'impression que, justement, comme Anna-Maria l'a dit, peut-être qu'il a arrêté de lire ou d'écouter, ou bien tout simplement, il s'est dit qu'il allait se détacher de cette vision que les gens ont de lui. Et présentement, il est dans une attitude qui est impressionnante et ça ne peut que lui servir. Oui. Donc, est-ce que Lance Stroll va pouvoir réussir à continuer sur sa lancée et à être plus constant? C'est à suivre la semaine prochaine lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. On va parler maintenant d'une équipe qui a surpris tout le monde lors du Grand Prix de Hongrie, et c'est Haas. Je vous explique, on en a parlé un peu dans les évaluations post-Grand Prix. Haas a décidé de rentrer au puits, de rentrer au puits Kevin Magnussen et Romain Grosjean pour changer, pour passer des pneus pluie et intermédiaires à des pneus secs, parce que la piste s'asséchait. Et ça a fonctionné puisque au départ, tout le monde, après je pense 1 ou 2 tours, est rentré au puits, et lorsque tout le monde s'est arrêté, Magnussen et Grosjean se sont retrouvés respectivement 3e et 4e. Maintenant, l'objectif était de rester à l'intérieur du top 10, ce qui a été fait par Magnussen, qui a fini 9e à la base, et Romain Grosjean, malheureusement, à cause d'un contact qu'on n'a pas vraiment vu en fait, il y a eu un contact avec la Red Bull de Alex Albon lorsque ce dernier tentait de le dépasser, un genre de plongée, un peu comme ce que Lance Stroll avait fait en Autriche, mais les deux se sont touchés, contrairement à Stroll et Ricciardo. Donc, ce qui a en fait amputé Grosjean. Malheureusement, dans tout ça, c'est que les deux pilotes se sont pris des pénalités pour avoir été aidés par leurs ingénieurs de piste. Et apparemment, Daniel Kvyat sur AlphaTauri, pardon, a failli faire de même parce qu'il voyait que la piste s'asséchait, mais ses ingénieurs l'ont ignoré. Et ils ont bien fait. Donc, premier point assez rapide. Est-ce que vous pensez que ce genre de règle d'aider
pardon, d'aider, de l'aide au pilotage, Marc-André t'en avait parlé un peu, devrait être revue. Cette règle d'assistance en tant que telle devrait être revue, Anna Maria. Non, mais après, quand on mis ça, j'étais pas d'accord, mais maintenant, je pense que c'était correct. Ils se sont déjà habitués, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Non, c'était correct. La idée, c'est laisser les pilotes prendre un peu la décision. Je pense que des fois, on profite de ça. Parce que regarde, des fois, Vettel il décide qu'il change de stratégie, il prend sa décision, et ça, c'est en fait, il était fait pour dire que c'est pas des autocontrôlés et que c'est pas les pilotes qui doivent travailler aussi. Mais ça, c'est bien, parce que si maintenant on met sa règle derrière, on a pénalisé beaucoup pendant des temps avec ça, des pilotes qui se font aider ou qui demandaient de les aider. Si tu te rappelles, il y avait un Grand Prix à Bakou et il y avait un Hamilton qui était enragé parce que c'est ça, il y a un problème. Oui, il était plus capable de faire comme redémarrer la voiture, repartir, et l'équipe ne pouvait pas l'aider. C'est ça. Il était fâché. Fernando Alonso aussi, il y a un arrêt juste avant le Grand Prix aussi. Il a touché quelque chose, ça n'a pas marché, et il fallait finir. C'était il arrêtait parce qu'il n'était pas capable et l'équipe ne pouvait rien faire avec ça. Parce qu'il ne pouvait pas l'aider. Même s'il savait c'est quoi la solution, fait ça, non. Et il y avait aussi une fois, c'était Rosberg, il s'est fait un petit peu. Il était un peu déguisé, je pense que la FIA, ça, il était pris pour la FIA. Parce que, oui, disait non, mais juste donner une indication, c'était pour la sécurité ou quelque chose, mais finalement, il n'était pas pénalisé parce qu'il était un jeu aussi qu'il se chicanait les championnats avec Hamilton et la FIA disait, mais si on met une pénalité, on va jouer comme quelqu'un qui a aidé un des deux pilotes. Oui, et moi, justement, personnellement, moi, je trouve que c'était bien pensé, mais dans la situation où, justement, tu attends la pluie, là, tu dis, moi, je vais m'arrêter au puits, mais il arrive quoi que ce soit, il y a de l'aquaplanage. C'est quoi, on va dire, moi, je veux rentrer au puits, mais c'est considéré comme de l'aide. Parce que moi, je veux être en mesure de pouvoir bien rouler et de ne pas avoir un accident qui pourrait être qui pourrait me blesser ou voire pire aussi. Parce que des pneus slick sur la pluie, c'est un cocktail très dangereux. Donc, moi, personnellement, je vois que cette pénalité, ce genre de règlement de l'aide, qu'est-ce qui est considéré comme de l'aide au pilotage, ça, c'est à revoir. Parce que, c'est quelque chose de pas clair. Je parlais justement en début mais regarde, en même temps, ouais. la question est qu'il doit prendre la décision. L'équipe, il doit prendre la décision avant de faire le tour de formation. L'équipe, il doit prendre la décision de sortir depuis le puits. C'est ça le problème. C'est pas parce qu'il y a eu des indications ou quoi que ce soit, c'est parce que avant le tour de formation de se mettre à la grille de départ, l'équipe il doit prendre la décision. Et c'est là que quand une équipe il décide après qu'il est dans la grille qu'il va aller sortir depuis, c'est là qu'il écope la pénalité. D'habitude, il même pas fait après. D'habitude, quand un auto il fait ça, il écope la pénalité tout de suite. Je pense que le contraire aurait été vrai si, par exemple, les As se seraient mis tout de suite
en pneus secs et que bon, ils font le tour de formation puis ils se rendent compte que bon, finalement, c'est peut-être pas trop sécuritaire. Le contraire a été vrai. Là, il n'y aurait sûrement pas eu de pénalité parce que c'est pour la sécurité du pilote et pour réenfiler des pneus de pluie. Alors que là, c'était le contraire. J'ai l'impression que c'est un règlement qui est utile parce que ça met un certain pouvoir entre les mains des pilotes. Bon, on sait qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Là. Les gens qui disent que l'ancienne Formule 1, c'était plus compliqué parce que le pilote avait plus de choses à penser. C'est vrai jusqu'à un point où il y a tellement d'électronique. Aujourd'hui, les pilotes doivent connaître tous les scénarios, doivent connaître tous les pitons, doivent connaître beaucoup de choses. Et on l'a vu en fin de semaine avec Hamilton qui, son ingénieur lui a donné une indication et il savait juste pas c'était quoi son indication. Il ne se souvenait pas c'était quoi qu'est-ce que mettons, B7 voulait dire. C'était pas ça, mais alors que c'est ça. Donc je pense que les pilotes ont beaucoup de choses entre les mains, mais durant ce tour de formation-là, je trouve que c'est normal que les écuries ne puissent pas aider le pilote. Ça fait partie, je pense, du pilotage d'être en mesure d'analyser un départ et de bien le faire, en fait. Ouais. Et juste par un oui ou par un non, est-ce que vous pensez que Haas va finir devant Alfa Romeo cette saison? Non. Non? J'ai pas confiance en cette formation-là. Oh! Donc, et toi, Maria? Tú sabes la unité de potencia, le motor Ferrari que iba para 3-3. Donc, ce serait plus une bataille entre qui va finir qui va finir avant-dernier, avant-dernier, je veux dire. Dernier sur Williams. Dernier sauf Williams, ouais. Ah, non. Et Petite interruption, Abdou. L'impact de Montréal pour nos auditeurs montréalais ou québécois qui aiment le soccer sera qualifié pour la ronde des 16 alors que Cincinnati vient tout juste de remporter le match 2-0. Alors, l'un des scénarios qu'on voulait est arrivé. Bon, ben ça veut dire on va avoir du soccer encore à 22h30. Oui. Puis, une dernière interruption aussi, Marc-André. Je pense que le 5 août, ben, comme je le disais, là, on risque de surveiller quelques jabs durant le podcast parce qu'il y a le Canadien contre les Penguins de Pittsburgh aussi. Le match numéro 3. On sait déjà comment ça va finir. Ouais. Une victoire des Pingouins. Une victoire des Pingouins. Comme quoi les ouais. Bon. Donc, on va finir avec Valtteri Bottas. Tiens, en parlant de fans de hockey, en fait, Valtteri Bottas. Oui, c'est vrai. Qui a été un peu vite sur ses patins, en fait, au départ. C'est lui qui a... Oui, c'est lui qui a arrêté les... Non, mais j'ai une théorie avec lui sur le départ. Et en fait, Stroll a fait un bon départ avec tout ça. Ouais, il s'est rendu deuxième. Il s'est rendu deuxième après le premier tour. Il y a eu aussi. Mais tu te rappelles que Valtteri, il y a une fois qu'il est presque volé le départ. Ouais. Il était trop précis. Je pense que peut-être c'est un flashback qu'il y a. J'avais l'impression qu'on revivait le même moment. Ouais. Oui. Bon. Ça a l'air qu'il comme... Je pense qu'il volait le départ. Il savait. C'est ça qui l'a mis comme un peu en doute à le départ. Je pense que c'est ça. Parce que ça a déjà passé une fois, je pense, avec Kimi Raikkonen, qui a presque volé le départ et a arrêté. Et tout le monde dit comme... coincé, passé côté et c'était à peu près le même épisode avec Bottas. Mm-hmm. Puis, c'est la FIA. Bon, je fais confiance aux données que la FIA ont pour affirmer que Bottas n'a pas volé le départ. Mais bon. Mais peut-être dans sa tête, lui, il a volé, il a comme
gelé. Tu sais, selon moi, quand les roues bougent, Oui, avant que les feux rouges s'éteignent, Et on roule. pour moi, c'est un vol de départ en tant que tel. Oui, il arrête, il était désavantagé un peu. Oui, les données disent que euh, il y avait cette longueur de sécurité où c'est pas voler le départ, mais pour moi, le réflexe de Bottas à ce moment-là a été de faire le départ. oui. Les roues ont bougé quelque peu. Pour moi, c'est un vol de départ, même s'il n'a pas pris avantage du moment. Mais bon, regarde, je vais faire confiance aux données de la FIA, mais j'aimerais peut-être que la règle change un peu parce que pour moi, le but d'un départ, c'est le réflexe. Et là, si ton réflexe, c'est de bouger un peu avant, puis même si les roues bougent un peu, pour moi, c'est un vol de départ. Je vais citer ici ce que Michael Massey, le directeur de course de la FIA, a donné, en fait. Pourquoi ils n'ont pas enquêté sur le faux départ de Bottas. Et je cite, « Les moyens par lesquels un faux départ est déterminé sont très détaillés dans le règlement sportif et c'est le même processus depuis plusieurs années. Avec un transpondeur monté sur chaque voiture comme mécanisme de jugement. Donc, il y a un capteur dans la piste et il y a une tolérance pour cela. Donc, c'est quelque chose qui a été similaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à Sébastien Vettel lors du Grand Prix du Japon 2019, où c'était pratiquement un copier-coller. Il est passé à un cheveu de réaliser un faux départ. Donc, je pense que c'est en se basant peut-être sur ce que Vettel a fait à Suzuka l'année dernière que Bottas s'en est sauvé quand même. Puis de toute façon, c'est pas comme si il avait obtenu un gain. Même à Non, mais c'est de manquer le départ quand même, je trouve. Mais c'est un peu dangereux aussi parce que tous les autos ils se font coincer. On a déjà vu des choses comme ça à la IndyCar et un pilote qui est resté coincé dans la piste et il y a quelqu'un qui s'est écrasé dessous. C'est pas drôle, ouais. Non. Mais la question c'est que Bottas y a presque volé le départ, mais si même s'il a roulé un petit peu, s'il n'a pas touché les sensors, si les sensors qui est dans la piste, il ne s'est pas activé, il n'a pas volé le départ. Parce que c'est ça. Avant, il y avait beaucoup de questionnements. Parce qu'il disait oui, il était vu, il n'était pas vu, c'est manqué, c'est pas manqué. C'était des fois l'erreur humaine. Il y a un Marshall qui n'a pas vu au vu, mais maintenant, il se base juste sur les sensors qui va dire s'il y a volé ou non. Ouais, bon, je donnais la tolérance à la FIA parce que c'est sûr que des problèmes, tout est vérifié de manière électronique. Donc, s'il y a un bug, ça va être au jugement de la FIA. Donc, là-dessus, s'il y a certains délais, je peux comprendre la FIA d'être tolérant là-dessus. Mais si on voit que ça concorde ou bien que c'est évident, là, c'est sûr qu'ils vont enquêter puis sanctionner dans le pire des cas. Donc, moi, je pense que la FIA a fait la bonne chose parce que oui, il y a eu un départ léger. Il a fait un tout petit faux départ, mais il s'est arrêté tout de suite après. Très, 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 très léger, je dirais même. C'est léger, mais les roues bougent. C'est pour ça que moi, je trouve que ce qui est beau dès que les roues bougent, c'est parti. Un peu, parce qu'en théorie, si tu pèses pas sur le gaz, si tu fais pas ton départ, les roues ne sont pas supposées de bouger. C'est pas le vent qui pousse la voiture non plus. C'est le pilote qui fait bouger la voiture. Même si tu prends pas avantage, moi je trouve que dès que les roues bougent, vu que le départ en Formule 1 et dans toutes les courses automobiles, c'est au réflexe et c'est ce qui est mis de l'avant, je trouve que dès que les un petit peu, même si tu prends pas avantage, pour moi ça devrait être une pénalité ou un faux départ. Mais bon, regarde, ça me dérange pas trop que ce soit un transpondeur qui décide si c'est un faux départ, même que ce soit l'électronique, je trouve que c'est bien. Mais c'est ça, c'est cette façon de voir que
c'est ma façon de voir le départ qui concorde peut-être pas avec la façon dont la Formule 1 voit un départ. Ouais, donc moi je vois quand même que la FIA a été quand même juste. Moi je sais Oui. la FIA a été juste. Elle ne s'est pas cachée. Je sais qu'il y a. Oui, puis il y a eu un peu de jurisprudence aussi avec Ouais, l'incident de Vettel. Ouais, exactement. Ouais, je sais que c'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Les départs, c'est tellement précis que au moins on voit que bon, il y a une tolérance. Les commissaires non plus ne sont pas fous. S'ils voient que dans le cas d'Alonso en Chine 2010 ou un Pastor Maldonado qui vole carrément le départ Mais Maldonado, c'est une bonne chose qui a volé le départ, hein? Parce qu'il s'est sauvé de Grosjean et d'Hamilton. Oh, ben, il a eu son aileron arrière en dommage. Je crois qu'il a été impliqué aussi dans il n'était pas touché, c'est ça. Il a fait le faux départ, il est passé tout en avant tout ce qui s'est passé. Ouais, lui, il a survécu en plus pour avoir la pénalité. Ouais, donc non, je pense que les départs, ça va être toujours quelque chose construit de manière millimétrale. Mm-hmm. Alors, c'est ce qui complète en fait la balado-diffusion du bulletin F1. Avant de terminer officiellement, en fait, on voudrait souhaiter un prompt rétablissement à Alex Zanardi, en fait, l'ex-pilote de Formule 1 et champion de IndyCar, ainsi que champion paralympique. Est sorti du coma, donc il est en phase de réveil et tout. Donc, nous voulons au nom du bulletin F1, lui souhaiter un prompt rétablissement et qu'on espère que ce sera un combat qui va être un combat qui sera très facile pour lui parce qu'on sait que il s'est battu toute sa vie après son terrible accident en Allemagne 2001. Il est revenu, il est une légende, c'est un héros pour tout le monde. Alors on espère sincèrement que il va s'en sortir. On se croise les doigts, puis on espère avoir de bonnes nouvelles au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Peu importe le temps que ça nous prend, mais on veut Alex Zanardi en vie. Alors, c'est la fin de cet épisode du Bulletin F1. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Nous avons notre site web bulletinf1.com où vous pouvez lire les chroniques, les bulletins de notes, les avant-courses aussi et retrouver les podcasts. On en a 47 en plus de quelques-uns qui s'appellent Histoire de F1 qui retracent certains moments, la vie des pilotes ou des curieux aussi. Et évidemment, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, sur facebook.com/bulletin F1, sur Twitter, @lebulletinf1, ainsi que sur Instagram, toujours avec le @bulletin F1. Anna-Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir participé à la discussion. Merci à toi encore une fois. Ça me fait plaisir. Oui, merci à toi et merci à tout le monde qui nous écoute. Oui, exactement. Puis Anna-Maria, on peut t'écouter évidemment dans Bandera Azul, un podcast espagnol sur la Formule 1. Oui, si vous voulez apprendre l'espagnol, il y a de tout. Exactement. Donc, le lien se trouvera sur notre site bulletinf1.com. Alors, je m'appelle Abdou Sall. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Bonne journée ou bien bonne soirée, peu importe où vous êtes.